Et là j'ai pensé, j'observe un criminel de guerre nazi, c'est complètement fou. Pendant la guerre, Pripke était un des agents les plus importants de la Gestapo à Rome. Les témoignages parlent d'un homme brutal et efficace. Cet homme était du même acabit que Mengele ou Eichmann. Quand je me suis retrouvé face à lui, j'ai ressenti de la haine. On espérait pouvoir trouver quelques nazis dans cette ville allemande, dans les Andes. J'ai interrogé énormément de personnes qui ont commis des crimes. En général, ils s'enfuient quand ils me voient arriver. Pendant un demi-siècle, l'Argentine a été un paradis pour les criminels de guerre nazis, jusqu'en 1994. Le gouvernement prend alors une décision historique et ouvre ses archives. Un jour, début 1994, alors qu'on préparait une émission, quelqu'un a dit « Pourquoi on ne raconterait pas comment les criminels de guerre nazis sont arrivés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale ?» Cette histoire va conduire l'une des plus illustres équipes télévisées d'Amérique au scoop de toute une vie, et jusqu'à l'un des derniers nazis haut gradés encore en liberté, le capitaine de la SS, Erich Pripke. L'époque de la junte avait pris fin. L'administration argentine se libéralisait. Des dossiers sont ressortis qui suggéraient que de nombreux nazis s'étaient enfuis en Amérique du Sud, et en particulier en Argentine. À l'époque, on a commencé à entendre dire que le gouvernement argentin avait caché quelque chose. Je me suis demandé si je pouvais creuser ça et essayer de trouver un nazi encore vivant. C'est Harry Phillips, directeur de l'information d'ABC, qui est chargé de s'occuper de cette histoire. Je suis allé à Buenos Aires pour parcourir les archives. J'ai passé des heures et des heures à examiner seul tous ces dossiers. Et bien sûr, j'y ai trouvé de nombreux nazis qu'on savait réfugiés en Argentine. Adolf Eichmann, Joseph Mengele. Et il s'agissait ensuite de déterminer si dans cette liste, un de ces noms pourrait être celui d'un autre criminel de guerre que je ne connaîtrais pas encore. On savait, grâce au centre Simon Wiesenthal, qu'un homme se cachait bien en Argentine. Il se faisait appeler Juan Mahler, mais on le soupçonnait d'être un ancien nazi dénommé Reinhard Kops. On savait que c'était un nazi, car on avait des dossiers sur lui. Il fallait que je prouve que Juan Mahler était bien Reinhard Kops. Grâce au centre Simon Wiesenthal, on savait que Juan Mahler se trouvait à Bariloche, caché au plus profond des Andes, dans un petit village allemand. Le centre Simon Wiesenthal est une organisation juive de défense des droits de l'homme. Ce que ses membres ignoraient, ainsi que les journalistes d'ABC, c'était que Reinhard Kops, alias Juan Mahler, allait les conduire à un bien plus gros poisson, le numéro 2 de la Gestapo de Rome, Erich Pripke. À Buenos Aires, je travaillais avec une femme qui s'appelait Dalila Herbst. Je l'avais engagée en tant qu'interprète et accompagnatrice et pour faire les recherches avec moi. On a donc commencé à interroger les gens. Harry m'a appelé et m'a demandé d'aller à Bariloche pour entrer en contact avec un dénommé Juan Mahler. On savait que Kops se trouvait à Bariloche et on savait aussi que cette région était un paradis pour les émigrés allemands. Ils avaient construit cette ville allemande au cœur des Andes. La ville de Bariloche est la copie conforme d'une station alpine autrichienne ou allemande. Les Autrichiens et les Allemands pouvaient donc s'y sentir comme chez eux, puisqu'ils y retrouvaient des lacs, des montagnes et des Allemands, dont la majorité étaient des nazis. Reinhard Kops et d'autres SS s'étaient installés à Bariloche. Tous ces Autrichiens et ces Allemands avaient l'impression d'être quelque part en Bavière ou dans les Alpes. Ils pouvaient y vivre librement. Ils allaient à l'opéra, ils fréquentaient les cafés et ils avaient leur propre restaurant. Pour eux, c'était une seconde Allemagne, hors de l'Allemagne. Ils ont probablement dû y fêter l'anniversaire d'Hitler. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler d'un quatrième Reich, mais ce qui est sûr, c'est que de nombreux nazis vivaient là-bas. À Bariloche, j'avais peur de demander qui c'était.
Je savais qu'il possédait un petit hôtel. J'ai appelé et j'ai demandé si je pouvais parler à monsieur Juan Mahler. On m'a répondu qu'il avait loué l'hôtel et personne n'a voulu me renseigner. Ensuite, j'ai commencé à chercher où je pourrais le trouver. J'ai appelé chez lui. Et une femme allemande m'a répondu, on ne sait pas quand il va revenir. Je me suis dit, c'est pas gagné. J'ai appelé Harry pour lui dire qu'on ne savait pas quand il reviendrait. Après la guerre, le capitaine Reinhard Kops s'enfuit pour l'Argentine. Mais avant ça, il aide des milliers de ses compatriotes nazis à échapper aux Alliés. Reinhard Kops était un espion. C'est lui qui a fourni à ses camarades nazis des permis d'atterrir en Argentine. Les nazis ont commencé à mettre en place des réseaux d'exfiltration pour ceux qui voulaient quitter le Troisième Reich, qui était en train de sombrer, et qui voulaient se mettre à l'abri. Ces réseaux qu'on appelait la route des rats partaient d'Allemagne et passaient par l'Autriche ou la Suisse, jusqu'en Italie où il fallait prendre un bateau pour l'Amérique du Sud. Depuis ses bureaux à Rome, Kops s'occupe de milliers de nazis en fuite. Rapidement, il organise son propre départ pour Bariloche en Argentine. J'étais très souvent en contact avec Dalila. Elle était restée à Bariloche alors que j'étais rentré aux États-Unis pour quelque temps. Je me souviens que je lui demandais sans arrêt de se renseigner sur telle et telle personne auprès des habitants. J'étais toute seule là-bas et je m'ennuyais à mourir. Je suis descendue à la réception de l'hôtel et je leur ai demandé de me fournir une liste de livres sur l'histoire de la ville de Bariloche. Et dans cette liste, il y avait un livre intitulé « Le peintre de la Suisse argentine ». Ce livre sur l'histoire locale pourrait peut-être leur en apprendre plus sur les fugitifs nazis qui ont fait de cette ville leur deuxième patrie. Je me suis rendue dans la plus grande librairie de Bariloche. Le vendeur m'a dit que le livre avait disparu. Je suis allée dans plusieurs autres librairies, mais on me répondait à chaque fois la même chose. Le lendemain matin, il faisait très beau. Alors je suis allée me promener. Je suis tombée sur un petit kiosque. Et j'ai trouvé le livre. Je n'arrivais pas à y croire. Au début du livre, j'ai découvert l'histoire de Kops. Et 3 pages plus tard, on racontait l'histoire d'un dénommé Erich Priebke. Ça m'a énormément choqué. Pendant la guerre, Priebke était un des agents les plus importants de la Gestapo à Rome. Il était très doué pour pourchasser les ennemis de l'État en Italie. Les témoignages parlent d'un homme brutal et efficace. Priebke avait de nombreux contacts parmi les fascistes italiens et tout un réseau au sein de l'Église catholique. Lorsque le Troisième Reich s'effondre en 1945, Erich Priebke prend la fuite. Il savait qu'il devait quitter l'Italie. Il existait un réseau très actif de prêtres qui aidaient les nazis à s'enfuir. Le système pour acquérir de faux papiers était déjà en place. En 1948, Erich Priebke et sa famille partent pour Buenos Aires en empruntant le même réseau d'exfiltration que Reinhard Kops. Il parvient à échapper à la justice pendant 50 ans, jusqu'au jour où une équipe de journalistes finit par retrouver sa trace.
Tous les jours au téléphone, on citait énormément de noms différents. Et Dalila a fini par me dire « Je pense que tu pourrais être intéressé par un dénommé Eric Pripke ». Je lui ai demandé si ce nom était sur notre liste. Elle m'a répondu « Non, mais j'ai trouvé son nom dans un livre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il serait impliqué dans un massacre en Europe. » Au début, j'étais plutôt sceptique. Et après en avoir reparlé 2 ou 3 fois ensemble, je lui ai dit « Ça a l'air très prometteur. Mais est-ce que ce type est en vie ?» Elle ne savait pas, alors je lui ai dit de trouver un annuaire. Je me suis renseignée pour essayer de trouver son numéro de téléphone. Et j'ai réussi à trouver un annuaire. Évidemment, j'ai ramené l'annuaire chez moi parce que Dalila a réussi à le trouver dedans, sous son propre nom. Il y avait son nom, Eric Pripke, son adresse et son numéro de téléphone. Eric Pripke avec une seule différence. À la place du H final, son nom était écrit E-R-I-C-O, Erico Pripke. C'était forcément le même homme. J'ai donc appelé. C'est à nouveau une femme allemande qui m'a répondu. Et elle m'a dit « Attendez un instant ». Quand il a pris le téléphone et m'a dit bonjour, j'ai eu peur et j'ai raccroché. J'étais vraiment prise au dépourvu. Il était donc vivant. C'était peut-être un criminel de guerre qui vivait caché au cœur des Andes, dans une petite ville allemande. C'était vraiment un moment très fort. Les journalistes d'ABC espèrent désormais mettre la main non pas sur un, mais sur 2 nazis. On savait que ça allait être un gros coup. On devait faire des recherches poussées sur Eric Pripke pour savoir s'il était réellement un criminel de guerre. L'Argentine a accueilli un grand nombre de nazis après la Seconde Guerre mondiale, mais personne n'en connaît le nombre exact. Le producteur Harry Phillips retourne à Bariloche. Pour ne pas éveiller les soupçons, son équipe a besoin d'une couverture. Dalila Herbst s'est présentée comme une modeste femme d'affaires de Buenos Aires qui envisageait de s'installer à Bariloche et qui était à la recherche d'une éventuelle affaire à développer. Moi, je devais me faire passer pour un touriste américain ou canadien. C'était le seul rôle que je pouvais réussir à tenir. Je me suis fait passer pour un vacancier qui voulait faire de la pêche à la mouche. L'équipe tente d'abord de retrouver la trace de Reinhard Kops. Je voulais prouver que Juan Mahler était bien Reinhard Kops. Je suis allé jusqu'à chez lui et j'ai inspecté la zone moi-même. Je n'ai pas frappé à sa porte. Je voulais simplement l'observer, mais je ne l'ai pas vu. Au bout de quelques jours à Bariloche, j'ai compris que je risquais de ne jamais voir Juan Mahler. S'il était bien là, il n'était ni sorti de chez lui, ni allé travailler. Je n'étais pas sûr qu'il soit vraiment en ville. Phillips se demande si Pripke n'aurait pas également quitté la ville. Il fouille plus profondément dans son passé. On devait vérifier si les allégations contre Pripke étaient bien vraies. Il fallait donc faire d'importantes recherches sur son passé dans l'Allemagne nazie. Les résultats nous ont beaucoup choqués. On a découvert des documents démontrant qu'il avait participé à l'une des pires atrocités, voire même la pire commise en Italie pendant la guerre. Je me suis dit, mon Dieu, cet homme est du même acabit que certains des pires criminels de guerre nazis. En 1944, Pripke est le numéro 2 de la Gestapo à Rome. La guerre tournait de plus en plus au vinaigre pour les Allemands et la résistance se développait. Un jour, au printemps 1944, 33 soldats allemands ont été tués par une bombe de la résistance. Ils ont décidé de tuer 10 Italiens pour chaque nazi qui était mort. Cela faisait donc 330 morts pour les 33 nazis qui avaient été tués. Ils avaient 24 heures pour trouver le nombre de personnes désirées. La Gestapo est arrivée et a emmené 335 personnes pour les exécuter. Ils devaient en tuer 330, mais ils en ont désigné 335. Ils en ont assassiné 5 de plus que prévu.
Certains d'entre eux étaient juifs. Il y avait aussi des enfants ou des personnes très âgées. Parmi les morts se trouvait la famille de Giulia Spizzichino. Lorsque les Allemands sont arrivés dans la nuit, ils ont arrêté leur camion devant la maison de mes grands-parents. Ce soir-là, il y avait 18 personnes chez eux et elles ont toutes été emmenées. Le grand-père, ses fils et ses petits-fils sont arrêtés. 3 générations. Ils les ont conduits jusqu'aux fosses Adréatines. C'est Eric Pripke qui se trouvait là, devant les fosses, et qui vérifiait tous les noms, un par un. Ils étaient conduits dans les fosses par des SS, les mains attachées dans le dos, par groupe de 5. Le massacre débute à 15h30. Les victimes étaient alignées. L'officier SS les abattait d'une seule balle dans la nuque. Les 5 personnes tombaient la tête en avant. Ils les faisaient s'agenouiller, puis baisser leur tête. Et là, ils les tuaient d'une seule balle. Imaginez-vous les corps qui s'empilaient dans ces grottes sombres, les hurlements des hommes. Puis ensuite 5 autres, qui subissaient le même sort. Pripke était là, avec sa liste. Mais il ne s'est pas contenté de regarder. Il a été l'un des premiers à montrer l'exemple en tuant 2 des victimes de ce massacre. C'était des représailles sauvages et abominables. On travaillait sur cette histoire depuis déjà 2 mois. On savait qu'il était temps qu'on se mette à tourner. On se demandait comment articuler tout ça autour de Pripke. On espérait pouvoir confronter 2 nazis dans une ville allemande située dans les Andes, là où des criminels de guerre vivaient depuis une 50aine d'années. On voulait savoir ce qu'il faisait aujourd'hui et à quoi ressemblait sa vie clandestine. Dalila Herbst doit piéger l'ancien membre de la Gestapo pour qu'il accepte de la rencontrer. J'ai dû monter dans ma chambre pour lui téléphoner, toute seule. Je ne pouvais pas l'appeler en présence d'autres personnes. Dalila a mis au point une histoire dans laquelle elle prétendait vouloir ouvrir une épicerie fine à Bariloche. Et par un heureux hasard, il avait apparemment déjà géré ce genre d'affaires. Je lui ai dit que j'avais un ami qui vivait à Bariloche et que cet homme m'avait affirmé que c'était un brillant homme d'affaires. Il fallait bien que je trouve un moyen de le complimenter. Il a donc accepté de la rencontrer. Le 28 mars 1994, Dalila se rend dans un café de Bariloche pour rencontrer l'homme soupçonné d'être un criminel de guerre nazi. Le but était de vérifier que ce Pripke était bien Eric Pripke. On a fait venir un caméraman en Argentine et on a commencé la surveillance de Pripke. On voulait avoir le plus d'images possible de lui de nos jours. Notre caméra était encombrante et elle n'était pas facile à dissimuler. On a dû prendre des risques en s'exposant un peu. On avait peur que ça tourne mal. Se faisant passer pour une femme d'affaires, la journaliste d'ABC attend l'homme qu'elle soupçonne d'être un criminel de guerre. On avait trouvé un endroit où se placer dans le centre de Bariloche, sur le trottoir d'en face du restaurant où Dalila avait fixé le rendez-vous à Pripke. J'ai dû prendre un café seul avec lui. Et je devais m'assurer qu'il s'agissait bien du Pripke qu'on cherchait. Elle s'est présentée comme une potentielle investisseuse susceptible de monter une affaire à Bariloche. Ce n'était pas facile. On m'avait dit où je devais m'asseoir, mais aussi où lui devait s'asseoir.
Nos caméras étaient de l'autre côté de la rue. On était dans une sorte de cage d'escalier, un étage au-dessus de la rue. J'avais peur que Pripke puisse nous voir. On aurait dit un adorable grand-père, avec ses yeux bleus et son air innocent. J'ai commencé à lui parler de la guerre. Je lui ai dit que mon grand-père était né à Berlin. Son visage a changé. Il m'a dit « Berlin ?» Mais je viens de Berlin moi aussi. J'ai répondu « Quelle coïncidence ?» Je lui ai demandé s'il avait dû tuer quelqu'un pendant la guerre. Il m'a dit non parce que j'étais officier à l'ambassade allemande de Rome. J'en ai renversé du café partout sur ma soucoupe. Quel moment incroyable. Je suis une juive argentine. À ce moment-là, j'ai ressenti de la haine. Je voulais m'enfuir de là. Mais j'étais obligée de rester. J'étais en train de travailler. Et là, j'ai pensé, j'observe un criminel de guerre nazie. C'est complètement fou. Cet homme vivait dans la clandestinité, mais libre depuis 50 ans, alors qu'il avait tué 335 civils à Rome. Pour lui dire au revoir, je voulais lui serrer la main. J'ai tendu mon bras, mais il m'a agrippé et m'a embrassé sur la joue en me disant au revoir. Ça m'a beaucoup choqué, beaucoup choqué. On a appris qu'il s'investissait beaucoup auprès de l'école locale allemande, et aussi où il vivait et quel était son emploi du temps. C'était des informations stratégiques très importantes pour nous. Il insistait toujours sur le fait qu'il était très ponctuel et qu'il quittait l'école à midi pile pour rentrer déjeuner chez lui. J'ai appelé New York et je leur ai dit, je ne voudrais pas avoir l'air trop sûr de moi, mais je crois qu'on a ferré un gros poisson. Harry Phillips, le producteur, me tenait régulièrement au courant de ses progrès. Et un jour, il a fini par me dire, je crois qu'il est temps que tu viennes en Argentine. Et il a déballé tout ce qu'il avait. On a donc mis au point un plan. Sam Donaldson devait venir de Washington pour interroger Eric Pripke. L'équipe d'ABC n'a pas réussi à retrouver Reinhard Kops. Mais elle décide de poursuivre son travail en espérant qu'Eric Pripke n'entendra pas parler d'elle et ne disparaîtra pas à son tour. Pour moi, c'était très important de livrer Pripke à la justice et de raconter l'histoire de ce nazi et de ce qu'il avait fait. Sam Donaldson présentait une émission diffusée le week-end, enregistrée à Washington. Il n'était donc disponible que quelques jours pendant la semaine pour venir travailler avec nous à Bariloche, ou en Argentine tout court d'ailleurs. On l'a donc fait venir en jet privé. C'était un des rares moments où je n'ai pas hésité à faire chauffer ma carte bancaire et à payer 10 000 $ pour faire atterrir un jet privé en plein milieu des Andes. On était très motivés par cette histoire. On sentait qu'on était sur le point de mettre le doigt sur quelque chose de très important. On est donc arrivé un soir à Bariloche. On était logé dans un hôtel à la périphérie de la ville. Les pilotes de l'avion avaient pour instruction de voler à couvert. Je leur ai dit qu'ils devaient disparaître pendant 24 heures, qu'on les retrouverait le lendemain à 15 heures et que d'ici là, tout devrait être réglé et qu'il faudrait pouvoir faire repartir Sam Donaldson d'ici. Harry Phillips avait fait mettre une camionnette à notre disposition qui devait nous emmener à notre hôtel près d'un lac. On y est resté jusqu'au lendemain matin et on est parti à la recherche de nos deux Allemands. Sam Donaldson et moi-même, 2 équipes de caméramens, au moins 2 interprètes, allaient débarquer dans cette petite ville. Les habitants allaient forcément se demander qui on était et pourquoi on était là.
Les caméras étaient rangées dans des valises, donc ce n'était pas non plus comme si les caméramens étaient descendus de l'avion caméra à l'épaule. On s'est présenté à l'hôtel. J'avais informé l'équipe de se faire passer pour de riches touristes. J'étais venu là pour pêcher et mes amis venaient me rejoindre. On devait aller en ville, mais on ne s'est pas dit « Allons faire un petit tour pour rencontrer les Allemands qui vivent en Argentine et boire une bière avec eux ». On voulait être prudent parce que ce qu'on allait faire était très audacieux. On voulait aussi être sûr de réussir, donc on devait décider avec précision de ce qu'allait être notre emploi du temps. On savait qu'il allait quitter l'école à midi, mais on avait quelques heures devant nous avant d'intervenir. Donc on a décidé de consacrer les premières heures à surveiller et à inspecter la maison de Juan Mahler. Même si on n'avait jamais réussi à le voir, on s'est dit que ça valait le coup d'y passer quelques heures avec Sam, au cas où il arriverait. Le lendemain matin, on s'est tout d'abord attelé à trouver Juan Mahler. C'était risqué. À 7 heures du matin, on était déjà dehors, devant la maison de Juan Mahler. On ne pouvait pas mettre une caméra directement devant la maison sans se faire remarquer. Nos caméras étaient donc dans des camionnettes. J'avais du mal à garder les yeux ouverts parce que j'avais veillé toute la nuit. Dalila était épuisée. Heureusement, Sam était en forme et l'équipe de caméramens était prête à intervenir. J'étais sur le point de dire « ça risque de ne pas aboutir » quand d'un seul coup, le portail de sa maison s'est ouvert. Et Juan Mahler est sorti de chez lui. C'est la première fois que l'équipe d'ABC aperçoit enfin l'ancien officier SS. Et on l'a trouvé, là où on l'espérait. C'était la première fois que je le voyais. Mais j'ai tout de suite su que c'était lui. J'ai crié aux autres, « Il est là, il est dans la rue !» D'un seul coup, un taxi est arrivé. Il est monté dedans et le taxi est reparti avant qu'on ait pu bouger. J'ai crié dans mon talkie-walkie, « Sam, il se dirige vers toi !» On a donc suivi son taxi. J'étais terrifié parce que je l'avais perdu de vue. J'étais bien trop loin. C'était la panique. Heureusement, Sam était juste derrière lui lorsqu'ils se sont arrêtés devant une pharmacie. Donaldson a dit « Quand je crierai sauter, foncez tous hors des voitures. » Sam et son équipe ont bondi hors de leur véhicule et sont allés vers Juan Mahler, qui sortait de la pharmacie. J'attendais sur le trottoir. Senor Mahler. I'm Sam Donaldson of American Television, ABC News. Je me suis présenté. Il avait vu les caméras, il savait que je travaillais pour la télévision et qu'il était filmé. On aurait dit un rat dans une cage, encerclé par toutes ces caméras. But what do you know? What do you want? Well, is your name Reinhard Kops? Excuse me, but I have no time for such. Sam lui a demandé s'il était Reinhard Kops. Et Juan Mahler a répondu non. Harry Phillips a donc sorti une photo sur laquelle on voyait Kops en uniforme nazi. This is not a photostat of your membership in the Nazi Party. No, never. I've been a member of. Je ne l'ai pas lâché. J'ai insisté là-dessus. J'avais sa photo ainsi que d'autres éléments qui l'identifiaient comme étant Reinhard Kops, dont la description physique lui correspondait. You are Reinhard Kops? No, no. No? No. I was in 52. The German embassy here gave me the name. The name of Mahler. 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 And what was your name before Mahler? Kops. Kops. Your name was Kops. Yeah. No, it's not. He was. On a réussi à lui faire avouer qu'il était Reinhard Kops. La deuxième étape était de lui demander s'il avait aidé les nazis à quitter Rome. J'ai insisté sur ce qu'il avait fait. Après quelques questions, il a fini par l'admettre aussi.
Je suppose qu'il a dû se dire « Je dois orienter leur attention vers quelqu'un d'autre ». Ce qu'il nous a dit ensuite a provoqué un énorme choc. Piégé par l'équipe d'ABC, l'ancien officier SS, Reinhard Kops, ne sait pas comment s'en sortir. Il m'a entraîné à l'écart, comme s'il voulait me murmurer quelque chose. Mais j'avais toujours mon micro. Je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il va me dire, mais ça promet d'être intéressant. Il a murmuré à l'oreille de Sam. Il était nerveux. Il voulait se sortir de là. Il voulait détourner l'attention et il a donc décidé de dénoncer Erich Priebke. C'était une information sans prix. On en était tout étourdi. C'est le mot qui convient le mieux. L'équipe ne peut pas interroger Priebke à l'école allemande avant des heures. À quelle vitesse la rumeur peut-elle se répandre? Il faut bien comprendre qu'il y avait de fortes rivalités au sein de cette communauté de nazis regroupés en Argentine. Ça s'était déjà passé comme ça pour Adolf Eichmann, qui avait été kidnappé en 1960. De nombreuses rumeurs circulaient entre eux en Argentine qui disaient qu'Eichmann avait également été trahi par l'un de ses compatriotes nazis. Ils se méfiaient donc tous les uns des autres, et ils avaient tous très peur de se faire arrêter ou bien kidnapper. On se demandait si ces gens étaient simplement vindicatifs ou s'ils voulaient nous empêcher d'agir. Peut-être qu'ils avaient senti que ce qu'on avait trouvé nous permettrait de faire arrêter Reinhard Kops et de le faire jeter en prison. Mais on avait déjà fait la moitié du boulot et on devait maintenant s'occuper du gros morceau. Erich Priebke. C'était le prochain sur notre liste. Le massacre des fosses adréatines est désormais très profondément ancré dans l'histoire et la culture italienne. Pour camoufler leurs crimes, les nazis utilisent des explosifs pour fermer l'accès aux fosses et ensevelir leurs victimes. Ce n'est qu'après la libération de Rome que l'horreur de ce massacre est découverte. L'accès aux fosses a finalement été dégagé. On a pu voir de nombreuses photographies très macabres prises sur les lieux et entendre les témoignages des archéologues et des scientifiques qui avaient aidé à les découvrir. C'était extrêmement représentatif de la barbarie des nazis. En juin 1944, les Alliés entrent dans Rome. Priebke s'enfuit vers le nord et rejoint les Alpes italiennes. Un jour, on a frappé à sa porte. Les Américains étaient venus l'arrêter. Priebke a avoué ouvertement avoir participé au massacre des fosses ardéatines. Pour lui, c'était un acte de guerre légitime. Il avait obéi aux ordres. Priebke passe 18 mois dans différents camps de prisonniers de guerre. Au bout d'un certain temps, il a décidé de s'évader. Une nuit, il s'est dit que le meilleur moyen de s'échapper était d'utiliser le point faible du camp, les fils barbelés. Il a réussi à les couper à l'aide de 2 complices. Il savait qu'il ne pouvait pas se cacher éternellement. Le meilleur moyen d'assurer un avenir à lui et à sa famille était d'émigrer. Mais la cavale de Priebke touche à sa fin. 4 heures après avoir parlé à Reinhard Kops, l'équipe d'ABC se poste devant l'école dirigée par l'ancien capitaine de la Gestapo. Dalila avait fait du bon travail en nous informant de son programme. Son emploi du temps était tellement aménagé à la minute près qu'on aurait pu régler notre montre dessus. On savait qu'il se trouvait à l'école Primo Capraro. Erich Priebke était censé être là-bas ce matin-là, pour s'occuper des élèves, pour donner un coup de main. Dalila avait insisté sur le fait qu'il quitterait le bâtiment à exactement 12h01 et qu'il serait très ponctuel. On avait une camionnette équipée d'une caméra de chaque côté, ainsi que 4 talkie-walkie. On était tous en contact, mais sa voiture était garée devant l'école. Il risquait donc de la prendre pour se rendre quelque part, ce qui voulait dire que l'on ne disposerait que de très peu de temps pour l'intercepter. On ne s'était pas préparé à l'éventualité qu'il puisse être en voiture. La tension était à son comble. Et à exactement 12h01, il est sorti de l'école.
On a tous ouvert nos portières et on s'est précipité vers lui. On avait peur qu'il monte dans sa voiture et qu'il prenne la fuite. Je me suis approché de lui. J'ai à nouveau précisé que je travaillais pour la télévision américaine. Sam a traversé la rue en courant et en criant « Seigneur Pripke ». J'ai failli faire une crise cardiaque parce que je me suis dit « Parle anglais, bon sang. Ne lui donne pas la chance de répondre dans une autre langue. » Sam Donaldson a dit « Eric Pripke ». Il s'est retourné et il a souri. Est-ce qu'on peut parler de ce que vous avez fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Je ne savais pas du tout ce qu'il allait répondre. Le présentateur télé, Sam Donaldson, se retrouve enfin face à face avec Eric Pripke, criminel de guerre nazi en fuite. J'ai interrogé énormément de personnes qui ont commis des crimes. En général, ils s'enfuient quand ils me voient arriver. De toute évidence, on ne lui faisait pas peur du tout. Ça n'avait aucun sens. Cet homme avait commis des crimes atroces. Pourquoi voudrait-il parler à un journaliste? You were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in Rome, yes. Yes, I am. Oui, je suis Eric Pripke. Oui, j'étais bien à Rome. The communists blow up a group of our German soldiers. Yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. Il a admis absolument tout ce qu'il avait fait. But why did you shoot them? They had not done anything. You know, that was our order. Donaldson ne reste jamais une seconde sans poser de questions. Il n'arrêtait pas de poser des questions, encore et encore. But orders are not an excuse. Oh, well, at this time, order was an order, you see. Il commençait à s'agiter de plus en plus. Il m'a dit, on ne voulait pas le faire, je n'étais pas d'accord, mais je n'avais pas le choix. You were just following orders? Yes, of course, yes. But I didn't shoot anybody. Il a nié avoir tiré lui-même sur qui que ce soit. Mais on possédait un document d'un camp de prisonniers où il reconnaissait avoir tué 2 personnes. On avait sa confession. You were there when they were shot, the civilians. Yes, the first ones, yes, I saw them, yes. And you carried it out? Yeah, I had to carry it out, yes. And civilians died? Civilians died, yes. Quand Sam a soulevé l'idée qu'il était un criminel de guerre, il s'est indigné. You live in this time, but we did live in 1933. You understand that? Je lui ai demandé si les hommes âgés devraient payer pour les crimes qu'ils ont commis étant jeunes. Shooting civilians in time of war is against all international conventions. Today, but not in this time. Dalila devait être en train d'enrager. Je me sentais fière. Je pouvais dire au moins un. J'en ai eu un. Les journalistes ne sont pas censés s'impliquer émotionnellement. On doit s'en tenir aux faits. Mais cette fois, j'étais très ému. How do you feel about the fact that 6 million Jews were executed, killed? Yeah, no, I feel very sorry about it. Very, very sorry. But you did it. Many young men do things when they are old men like me now. They're very sorry about it. J'ai fini par lui dire, de nombreuses personnes pensent que vous devriez être exécuté pour vos crimes. À ce moment-là, j'ai vu son regard changer, comme s'il se disait « Je ne devrais probablement pas parler à cet imbécile ». Il a claqué sa portière et il est parti. C'était une expérience qu'on ne vit qu'une fois dans une vie. On a téléphoné au bureau de New York et ils nous ont dit « Cette histoire a l'air vraiment incroyable ». J'ai dit à Harry qu'on ferait mieux de quitter la ville le plus vite possible. J'avais peur que quelqu'un se rende compte qu'il leur suffisait de mettre la main sur notre cassette vidéo pour qu'elle ne quitte pas Bariloche. Ça m'inquiétait beaucoup. Les journalistes d'ABC ont réussi à filmer les confessions des criminels de guerre Reinhard Kops et Eric Pripke. C'est un énorme scoop et ils ne peuvent pas prendre le risque de le laisser filer. On savait qu'il faudrait vite que Sam quitte la ville. 2 heures avant la confrontation avec Pripke, on avait appelé les pilotes de l'avion qui se cachaient à Bariloche. Le temps que Sam arrive, ils étaient prêts à décoller, et ils sont partis très vite. 6 heures après la rencontre, les cassettes étaient parties vers les États-Unis.
Ça s'était mieux passé que tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout s'était déroulé absolument comme on pouvait l'espérer. On savait qu'on tenait des informations importantes. C'était tout ce qu'on espérait depuis le début. Good evening. Tonight, we're going to tell the story of how thousands of suspected Nazi war criminals escaped justice. Une fois notre reportage diffusé, la question était de savoir ce qui arriverait à Erich Priebke. L'émission est diffusée 6 semaines après le 50e anniversaire du massacre des Fosses Ardéatines. En Argentine, ça a provoqué une réaction très vive au sein des médias. Ça a été aussi le cas en Italie. Parce que les Italiens pensaient que tous les responsables du massacre de Rome, en 1944, avaient été arrêtés ou étaient déjà morts. Quelques jours après la diffusion, Priebke est arrêté. Kopss a été traqué, à tel point qu'il a disparu. Il a quitté le pays. Apparemment, il est allé au Chili. Une fois Priebke en détention, les médias ont publié de nombreuses photos et de nombreux articles. L'affaire a fait les gros titres. C'est sans doute le reportage dont je suis le plus fier. Il a permis de faire bouger les choses, c'est ça qui compte. L'Italie exige que Priebke soit renvoyé à Rome. Les tribunaux argentins ont mis 1 an et demi à se décider, mais il a fini par être extradé en Italie pour y être jugé. Giulia Spizzichino, qui a fait campagne pour son extradition, assiste au procès. Il ne m'a jamais regardé. Jamais. Parce que j'avais été la première personne à parler de lui. Priebke a été transféré à Rome, où il est passé devant un tribunal militaire. Il a été reconnu coupable de ce dont on l'accusait. Mais le tribunal a dû le relaxer car il avait obéi aux ordres. Toujours la même excuse. Devant le palais de justice, il y a presque eu une émeute. Il a donc été arrêté à nouveau. Priebke fait 2 fois appel, mais est finalement condamné à la prison à perpétuité. En Italie, passé un certain âge, on ne peut pas vous envoyer en prison. Priebke purge donc sa peine dans un appartement dans le centre de Rome. J'étais très heureuse. C'était enfin fini. Je sais que c'est difficile, mais je n'arrive pas à lui pardonner. À pardonner et à oublier. C'était comme recevoir l'approbation des plus hautes instances. L'État avait pris la décision d'engager des poursuites contre cet homme grâce à notre travail. L'homme n'en est pas encore arrivé au point où l'on puisse se permettre de dire « oublions ça, ça ne se reproduira plus jamais ». Mais on peut tenter d'empêcher que cela recommence en racontant comment des gens tout à fait ordinaires ont pu devenir des meurtriers.